La maison du Portugais, lu par Amaris. C'est un village du centre de la France, avec une mairie, une église, un boulanger, un café de la place et le cimetière sur la colline. D'habitude, lorsqu'un citoyen rend son âme à Dieu ou au diable, tous les habitants l'accompagnent à sa dernière demeure. Chacun ici est plus ou moins cousin ou ami. Aujourd'hui, 7 août 1917, le glas résonne dans le désert. L'église est vide, mis à part 2 ou 3 habitués. Et le cercueil qui attend sur le parvis n'est accompagné de personne. Celui qui vient de mourir était un ennemi, un étranger, un sauvage, un inconnu, un Portugais. Arrivé dans le pays comme bûcheron il y a plus de 30 ans, ce mort solitaire n'a jamais été accepté de son vivant. Pourtant, le boulanger lui vendait une miche de pain par semaine et l'épicier une caisse de vin. Mais il le faisait en silence et en examinant les pièces ou le billet avec dégoût. Les femmes s'écartaient de son passage et les petites filles savaient depuis toujours, semble-t-il, qu'il ne fallait s'approcher sous aucun prétexte du Portugais. Était-il voleur, sadique ? Rien ne l'avait jamais prouvé, mais les on-dit entretenaient un mystère dangereux autour de cet homme qui n'avait même plus de nom pour eux. Il y a 3 jours, la nouvelle s'est répandue dans le village. Le maire a découvert le corps du Portugais, mort depuis une semaine, seul sur sa paillasse. Mort de crasse, de maladie et d'alcoolisme. Personne ne l'avait vu depuis un certain temps, ni le boulanger ni l'épicier. Et la porte de sa maison n'était pas fermée à clé. En l'ouvrant, le maire avait reculé de dégoût, tant l'odeur était insupportable. Puis les gendarmes avaient découvert un taudis innommable. La petite maison, louée depuis 30 ans par le Portugais, était devenue une boîte à immondices. La femme du maire s'était chargée de colporter les détails de l'affaire. Il payait son loyer tous les trimestres, mais comme le propriétaire est mort, c'est mon mari qui remettait l'argent au notaire. On l'aurait bien mis à la porte si on avait pu. Mais le notaire a toujours dit que la loi ne le permettait pas. Moi je dis qu'il était bien content d'encaisser un loyer pour un taudis pareil que personne n'a jamais réclamé depuis 30 ans. C'est plein de bouteilles vides, d'ordures de toutes sortes. Il a accumulé là-dedans des poubelles entières. Il y a des vieilles chaussures, des piles de bois, des vieux vêtements, des journaux, tout ça mélangé au détritus. La cuisine n'a même pas servi depuis des années et les rats y font leur nid. Sa chambre était un tas d'ordures. Il était mort sur un matelas crevé, tout habillé. Et vous savez ce que les gendarmes ont dit ? Il avait des tas d'argent dans sa paillasse. 1 million au moins. Vous vous rendez compte ? Ils ont mis les scellés. C'est le notaire qui l'a exigé. Il paraît qu'il y a un héritier quelque part à l'étranger. Un cousin du vieux père Gendreau, l'ancien propriétaire. Mon mari dit qu'il faudra mieux raser tout ça. Vous pensez ? C'est un nid à maladie, cette maison. Et le jardin ? Dans le temps, il y avait des roses et des fraisiers. C'est qu'il aimait bien son jardin, le vieux père Gendreau. Il le soignait. À présent, c'est un champ d'orties. Et on n'ose pas y mettre les pieds tellement il y a des saletés là-dedans. Mon mari a récupéré les poules, tout de même. On n'allait pas les laisser là. Le poulailler est complètement pourri. Les pauvres bêtes s'étaient réfugiées dans la cave. Parlons-en de la cave. Plus de porte. Et la pluie qui dégringole dedans. Les herbes ont poussé sur les marches. Si on avait su, on l'aurait pas laissé vivre comme ça. Mais le village ne voulait pas savoir, et se délecte à présent du sordide. Cet homme est mort comme il a vécu, sera l'oraison du Portugais. Le corbillard n'est suivi que par le curé et un enfant de chœur. Le fossoyeur a dû déterminer un emplacement qui ne gêne pas les autres morts. Une sorte de fosse commune, inaugurée pour cet étranger sans foi, ni loi ni famille, donc sans sculpture particulière. Il n'y avait jamais eu de fosse commune dans le cimetière du village, où les morts eux aussi sont cousins ou amis les uns des autres. Le Portugais est responsable de ce nouveau carré de terre retourné à la hâte, et qu'il occupera seul, sous une croix de bois, sans nom ni date. Et les scellés entravent la porte de sa maison. Petit fil dérisoire refermé sur son taudis, comme sur le trésor d'une maison bourgeoise. Ils vont le garder 21 ans. Plus personne, jamais,
n'ouvrira cette porte durant 21 ans. Une fois le Portugais enterré, une fois l'agitation du village calmée, les choses reprennent leurs proportions réelles. Qu'a-t-on découvert sous la paillasse du Portugais? Une fortune? Même pas. Les ragots parlaient de millions. Les gendarmes rectifient. Quelques pièces d'or dans une boîte de tabac. Des pièces d'or, certes, mais pas de millions. Peu à peu, au fil des années, le souvenir de sa silhouette carrée, de son visage barbu et de ses yeux noirs, va s'estomper. La petite maison biscornue qu'il louait depuis 30 ans se fait oublier sous les broussailles qui envahissent le jardin jusque dans la cave ouverte à la pluie. En façade, les scellés sont devenus gris poussière, les volets blanchissent, sans peinture, mais les voisins n'y prêtent plus attention. Légèrement en retrait de la rue, coincée entre deux maisons bien plus grandes, la maison du Portugais trouve un abri définitif derrière une palissade installée par la mairie, et où sont affichés les avis de bal, de messe, de foire ou de comices agricoles. 21 ans, c'est long, c'est une génération. Et la génération de 1939 ne ressemble guère à celle des années folles. Dans le village, le notaire est devenu bien vieux, le boulanger aussi, et l'épicier, et le curé. Les gendarmes ont changé de garnison, et la fosse commune n'a pas reçu d'autres locataires comme le Portugais. Mais qui s'en souvient? Presque personne. Les discussions dans les villes comme dans les villages ont d'autres sujets bien plus importants. Les congés payés, les batailles politiques, et la guerre qui pointe à l'horizon du monde. Un jour de printemps 1939, la maison du notaire, la plus grosse du village, accueille un voyageur. L'homme est venu en voiture et s'est renseigné à la mairie. Sur ce point, les habitudes n'ont guère changé au village, et la nouvelle galope de porte en porte. C'est un étranger, il a un drôle d'accent. Il a demandé la maison du notaire. Le notaire a pris sa retraite, son fils la relève, et il accueille le visiteur avec étonnement. « Vous êtes venu jusque-là ? Je suis de passage en France. Cela m'amusait de venir contempler ma propriété. » « Oh, votre propriété, vous serez déçu. Quand j'ai repris les affaires de mon père, je me suis aperçu que cette maison était à l'abandon depuis 21 ans, et c'est d'autant plus ridicule que nous aurions pu la louer. L'argent aurait servi à son entretien. Mais vous étiez si loin. » J'ignorais même l'existence de cet héritage. Je ne m'en suis aperçu qu'à la mort de mon père. De plus, il nous vient d'un cousin si éloigné. J'ai cru comprendre que vous désirez vendre. En effet, je travaille en Afrique du Sud et je ne viens en France que rarement. Mais j'aimerais visiter auparavant. Le notaire fait la moue. Mon père m'a dit que le dernier locataire était mort dans des conditions tragiques. La maison n'a pas été réouverte depuis. Je crains que l'état des lieux... Allons toujours voir. Le notaire ouvre une enveloppe cachetée, en sort une énorme clé, et les deux hommes traversent le village pour se rendre à la petite maison du Portugais. Il leur faut se glisser derrière la palissade pour atteindre la porte vermoulue. La serrure grince avec mauvaise volonté, et le notaire fait sauter du doigt les fils symboliques qui interdisaient depuis 21 ans l'entrée de la maison. Un couloir sinistre, encombré de vieilles caisses pourries, les accueille. Le notaire explique. D'après le détail que j'ai sous les yeux, nous avons ici à droite une chambre unique et une cuisine à gauche. Au-dessus, un grenier. Au bout du couloir, cette porte donne dans le jardin et accès à la cave. Voilà, vous désirez vraiment visiter? Bien sûr. Très bien, je vous laisse. Et le notaire s'en va, car il n'a pas l'intention de salir son pantalon et ses chaussures vernies dans un taudis pareil. Mais s'il savait, s'il savait ce que va découvrir le dernier héritier de cette maison, il resterait. Ou alors, il s'enfuirait encore plus vite. Qui sait? Le nouvel héritier s'appelle Gendreau, comme le lointain cousin qui lui a légué ce tas de pierres et de broussailles. C'est un garçon d'allure sportive, né en Afrique du Sud, où son père était établi et qui travaille là-bas dans une exploitation forestière. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de défricher. La première pièce, dont il ouvre avec peine les volets, révèle un décor stupéfiant. Au milieu des immondices desséchés depuis 21 ans, les rats courent et galopent à leur aise. Ils sont énormes, et manifestement cette maison est devenue la leur, car ils ne reculent même pas devant l'étranger. L'un d'eux est debout sur une table bancale, et regarde l'homme sans effroi.
À côté de lui, sur la table, une assiette, où traînent encore les restes d'un repas presque fossilisé. Un verre, une bouteille de vin renversée, des œufs cassés, dont l'intérieur a durci, et qui ont laissé dans l'atmosphère l'odeur bien caractéristique de leur pourrissement. Un couteau, une casserole remplie d'une croûte innommable. Tout est resté comme il y a 21 ans, le jour où l'on découvrit le corps du Portugais. Personne n'a nettoyé. Seule trace des fossoyeurs de l'époque, la paillasse où il dormait. Déchirée pour en arracher les pièces d'or et déchiquetée maintenant par les rats qui en ont fait leur nid. En dehors de tout cela, tout le fouillis déjà décrit. Chiffons, chaussures, vieilles ferrailles. Dans un buffet rongé par l'humidité, une maigre vaisselle. Des fruits dont on ne voit plus que les noyaux, des traces de sucre ou de farine. La petite cuisine est dans le même état, et les rats y sont aussi chez eux. Le grenier fait également partie de leur domaine. Ils y ont rongé tout ce qui pouvait l'être. Les vieux journaux, les vieux vêtements, et jusqu'aux sacs de grains dont il ne reste que des débris. Au bout de quelques minutes de visite prudente, les héritiers se sont pris d'un étrange malaise. Tous ces rats qui trottinent entre les ordures, tous ces petits yeux qui le dévisagent froidement, et cette odeur de mort crée une ambiance étouffante. Le voilà dans le jardin, pour respirer un peu. Mais il a dû presque enfoncer la porte d'accès, bloquée par les ronces qui ont poussé à hauteur d'homme. Là aussi, le spectacle est étrange, car les rosiers grimpants se mêlent aux orties gigantesques, et leurs boutons rouges ou roses en font un décor fantastique. L'héritier veut maintenant visiter la cave, et se fraye un chemin difficile dans la broussaille qui résiste. Après quelques enjambées, les mains et le visage griffés par les épines, le voilà enfin au haut des marches de pierre qui mènent à l'ouverture sombre de la cave. La mousse a fait une moquette végétale au vieil escalier. Il pousse n'importe quoi le long des murs. Et ici, l'homme hésite. Cette cave est inquiétante. Il en a presque peur. L'éclairage faible de son briquet le rassure un peu. Ici, pas de rats. L'eau de pluie a transformé le sol en marée noirâtre, et il ne distingue que des piles de bois. Une planche pas trop pourrie lui sert de marche provisoire, et la lumière du briquet vacille sous la voûte glacée. C'est en voulant reculer pour sortir que le dernier héritier de cette maison dérape et tombe dans la boue. Il cherche à se retenir à une pile de bois qui s'effondre à moitié sur lui, et dans le noir, il cherche à tâtons à rallumer le briquet qu'il n'a pas lâché. La petite lueur renaît, et l'homme pousse un cri d'horreur et de surprise. Là, à côté de lui, mis à découvert par le bois effondré, quelqu'un, un visage, des yeux, des cheveux de femme. Puis il respire et se traite d'idiot. C'est une poupée, une grande poupée, mais rien de plus. Il regarde de plus près, avance une main, saisit une touffe de cheveux poisseux, et la perruque s'écroule d'un coup, laissant apparaître un crâne. Un véritable crâne, celui d'un squelette. Alors, fébrilement, l'héritier soulève les chiffons qui ressemblent à une robe et découvre en effet le squelette. Qui a fait ce travail horrible ? Qui a enchâssé les pierres dans les orbites creuses et a peint ce regard fixe ? Qui a sculpté cette bouche rouge sur des dents d'ivoire jaunies et ses cheveux liés en perruque ? Qui a habillé ce squelette d'une robe de dentelle, a recouvert les mains de gants blancs et chaussé les pieds de bottines ? Et qui est cette morte reconstituée aux cheveux blonds et aux yeux bleus ? L'héritier est paralysé de terreur. Il regarde, fasciné. Ainsi, sous cette pile de bois, il y avait une sorte de cercueil, mal équarri, mais aux planches épaisses. Et dedans, allongé sur des chiffons de soie, pour lui faire un coussin, cet étrange squelette transformé en poupée. La tête soigneusement reconstituée, mais avec une technique un peu enfantine, repose sur un coffret métallique. Une vieille boîte de fer qui a dû jadis contenir des gâteaux secs. Complètement hypnotisé, l'héritier avance une main tremblante, saisit la boîte et la tire à lui d'un coup sec. Il a encore un sursaut de peur car le crâne a roulé en même temps.
et les yeux peints se sont tournés vers lui, fixe, insoutenable dans la pénombre. Alors il se redresse et rampe vers la sortie en tenant la boîte. La peur lui a fait lâcher le briquet qui lui brûlait les doigts. Le voilà dehors enfin, couvert de boue, un peu halluciné, et il se bat avec le couvercle rouillé de sa trouvaille. D'un geste maladroit, il arrive enfin à dégager le couvercle. La boîte fait un léger bond dans ses mains, et de l'or lui saute littéralement au visage. De l'or, des pièces, des centaines de pièces empilées, serrées les unes contre les autres. Un trésor. Comme un voleur, l'héritier referme la boîte et traverse la jungle épineuse au pas de course cette fois, ignorant les griffures. Les rats le regardent passer dans le couloir avec indifférence. Le village entend sa course jusqu'à la maison du notaire, et le notaire écoute stupéfait le récit incroyable de l'héritier. Mais le trésor est concret, il lui faut bien l'admettre, et l'héritier, l'ayant découvert chez lui, en est l'inventeur, donc le propriétaire. Reste la poupée morte, le squelette habillé. Quel est ce mystère dans la vie du Portugais ? Le Portugais devait l'aimer, la vénérer même pour l'avoir transformée en momie destinée à sa seule contemplation. Peut-être l'avait-il tué. On chercha parmi les noms de la région celui d'une jeune fille ou d'une jeune femme entre 18 et 25 ans qui aurait disparu dans les années 1900, entre 1896 et 1900 pour être plus précis. Et l'on trouva celui d'Agathe Collin, une paysanne d'un village voisin, disparue un été de 1899 alors qu'elle allait travailler comme bonne à tout faire dans un château des environs. Agathe avait 22 ans à cette époque, et à cette époque, le Portugais était bûcheron dans les environs. De la famille Collin, il ne restait qu'un descendant, cousin germain d'Agathe, mais le malheureux finissait ses jours à l'hospice, grabataire et sans souvenir. Acharné à découvrir la vérité, l'héritier, devenu riche, chassa les rats de la maison et passa au crible les ordures accumulées. Sonda les murs, souleva les planches, décortiqua le grenier, creusa le jardin et la cave, sans découvrir d'autres trésors. Sauf un petit livre de messe, à moitié rongé par les rats. Il était enfui dans la boue de la cave, non loin du cercueil, et à l'intérieur, une image avait à peu près échappé à la moisissure. C'était une image comme on en distribue beaucoup au moment des communions ou des baptêmes, avec la Vierge sur un petit nuage. Au dos, quelqu'un avait écrit « Je t'aime, tu m'aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. » Et ce quelqu'un avait signé « Agathe ». L'héritier ne trouva rien d'autre, et malgré cette identification à peu près certaine du squelette inconnu, il resta dans la fosse commune aux côtés de celui qui était peut-être son amant, peut-être son assassin, et peut-être les deux à la fois. Ainsi s'achève l'histoire de la maison du Portugais, qui lègue au lecteur son dernier secret et son dernier trésor, la possibilité d'imaginer un conte sordide de mort et de crime, ou une histoire d'amour et de trésor.